Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous parlons du Togo, la chef de la MONUSCO, reçue par Faure Gnassingbé. Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a reçu ce mardi 3 juin à Lomé la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, et également chef de la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, Bintou Keïta. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des échanges diplomatiques initiés par le médiateur de l'Union africaine, qui est donc le président du Conseil, en vue d'un retour de la paix et de la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo et surtout dans la région des Grands Lacs. Les discussions ont porté sur la situation actuelle. Vous savez que la diplomatie togolaise essaye de rencontrer toutes les parties prenantes dans cette crise pour avoir leur version, leur point de vue, et peut-être on verra la prochaine étape, ce que fera Faure Gnassingbé pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. En attendant, il a reçu ce mardi la chef de la MONUSCO à Lomé. Nous en parlons avec vous, chers invités. Vous savez que pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier. Chers invités, à vous la parole. Oui, je la prends. Okay, et je dirais qu'il faut comprendre cette rencontre entre la chef de la MONUSCO et le président du Conseil, Faure Gnassingbé, en 3 marches d'escalier. La première marche, c'est que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des échanges diplomatiques sur les questions de la RD Congo et surtout sur la recherche ou la promotion d'une stabilité dans la région des Grands Lacs. Le second palier qu'il ne faut pas occulter, c'est la nécessité d'aboutir à des solutions sécuritaires à l'est de la RD Congo. Et le troisième palier, ça s'inscrit dans les initiatives de médiation du président du Conseil sous la houlette de l'Union africaine dans la recherche de solutions à la crise dans l'est de la RD Congo. Donc cette rencontre ne vient que confirmer cette diplomatie agissante et éclairée du Togo et par ricochet du président du Conseil qui a aujourd'hui tout l'accompagnement au plus haut sommet de l'Union africaine. Et je crois que lorsqu'il a eu cette initiative de médiation, il a déjà posé quelques jalons qui ont permis à ce que chaque partie, que ce soit le Rwanda ou la RD Congo, puisse mettre de l'eau chacun dans son vin en attendant de trouver des solutions assez durables. Donc c'est une occasion pour Madame Keïta, qui est en charge la mission des Nations Unies, d'échanger avec le chef de l'État sur les étapes à venir. Et les étapes à venir dont le couronnement devrait être un succès dans cette médiation. Donc c'est à l'actif du Togo et c'est surtout grâce au mérite, grâce aux efforts de médiation et grâce aux outils dont dispose le président du Conseil, Faure Gnassingbé, et qu'il ne cesse d'employer tous les jours. Merci beaucoup à vous. Credo Tété, je ne sais pas qui veut aller à la suite de Credo pour ses analyses sur cette rencontre entre Faure Gnassingbé et Bintou Keïta. Nous savons que le PCM, le président du Conseil des ministres, son excellence Faure Gnassingbé, est un négociateur chevronné, très expérimenté en la matière. Il n'est pas à son premier essai. Les institutions internationales savent qu'il ne fera pas un coup d'essai en RDC, mais il trouvera sûrement une solution à cette crise-là. C'est pourquoi l'ONU a pensé à envoyer sa représentante auprès de lui pour lui apporter peut-être certains développements, puisque la crise en RDC est traitée à Doha, est traitée aussi aux États-Unis. Et sur le plan africain, c'est le président du Conseil des ministres, son Excellence Faure, qui assume alors cette responsabilité. Peut-être que c'est pour lui apporter d'autres développements sur alors ce qui se fait à Doha ou ce qui se fait aux États-Unis, pour que voilà, ils puissent savoir comment alors organiser cette négociation au plan africain. Qui vous souviennent qu'il y a peut-être 1-2 semaines, il y a aussi des représentants je pense du Congo
qui étaient avec lui. Et donc ils ont parlé de cette crise-là. Et donc ce n'est que la suite que cette dame de l'ONU est venue discuter avec lui. Et je pense que le président fera devant lui de beaux jours pour régler ce conflit qui devient très gênant au plan africain et au plan humanitaire. Merci beaucoup. Robert Kosigan Akwete, c'est finalement votre tour, Adama Adjono, vos analyses de cette rencontre. Oui, bon, on nous a dit que c'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des échanges diplomatiques soutenus visant à renforcer les efforts régionaux et internationaux en faveur de la paix et la stabilité dans les régions de Grand Lac et spécifiquement dans l'aide de la RDC. Et nous savons bien évidemment que lorsque nous prenons Faure Gnassingbé aujourd'hui, tous les regards, ce qui concerne les efforts, et en tout cas continentaux, les efforts continentaux sur la résolution de cette crise-là sont orientés spécifiquement depuis Lomé. Même, nous l'avons toujours dit, Lomé est loin des théâtres du conflit de la RDC, mais justement aujourd'hui, il faudrait quand même que l'on puisse choisir une personnalité qui est davantage neutre, mais qui est érudit en matière de négociation et surtout qui est en de très bons termes avec les présidents liés donc en Afrique, mais également dans la région des Grands Lacs. Parce que lorsqu'on parle de conflit en RDC, je pense que c'est une question également d'intérêt qu'on met en avant. Mais cette question d'intérêt était la grande question qui a divisé en tout cas les grandes parties prenant donc de cette crise. Je pense que l'ONU également ne se trompe pas sur cette situation-là. Voilà pourquoi la représentante de l'ONU, à la personne du premier responsable de la MONUSCO, a fait ce déplacement justement pour faire en sorte que les grandes questions liées à cette paix voulue à tout prix soient davantage discutées. Et il a dit, en saluant en réalité l'implication personnelle du président du Conseil togolais dans la résolution de cette crise-là. Il a dit mot par mot. Ça voudrait dire quelque part qu'au-delà de l'agenda qui lui est donc attribué par l'Union africaine, Faure Gnassingbé lui-même s'investit davantage au-delà de ce qui pourrait être quand même de mise pour arriver véritablement donc à trouver cette paix-là voulue partout. Ça veut dire quelque part que les sacrifices sont légion. Et Faure peut se mettre véritablement donc peut-être à genoux pour demander à une des parties qui aujourd'hui ne tend pas à pouvoir donc se fléchir sur certaines dispositions et à retrouver dans cette paix-là. Même donc nous pensons qu'au regard de ce terme-là, puisque quelque part, son ministre des Affaires étrangères l'a toujours dit, la plupart du temps des négociations qui ont abouti sont les négociations silencieuses. Et donc, mais lorsque ces termes-là reviennent, pour la plupart du temps, ça voudrait dire quelque part qu'il y a véritablement du sacrifice qui se fait pour arriver donc à cette paix-là. Je le disais tantôt dans ma précédente analyse en parlant de Fayulu, qui a également dit qu'il a eu quand même à contacter le président du Conseil, Faure Gnassingbé, pour lui faire part de sa volonté de pouvoir rencontrer donc Félix Tshisekedi. Sous-entendu que, en réalité, vu sa position antécédente vis-à-vis de sa personnalité, Félix Tshisekedi pourrait peut-être refuser cette main tendue-là, donc a sollicité le président du Conseil togolais pour que coûte cette rencontre entre Fayulu et Félix Tshisekedi puisse se tenir. Et je pense que c'est de bonne loi que Félix Tshisekedi a trouvé opportun que cette main tendue-là également soit saisie en dépit de l'orientation ou en dépit de l'implication personnelle du président du Conseil togolais pour que les positions puissent se nouer pour arriver à l'essentiel, à cette paix que l'on veut de toutes les forces. Merci beaucoup à vous, Adama Adjono. Alors, moi, je fais une remarque personnelle. Est-ce que, de ce que je sais, ce conflit n'a jamais entraîné autant d'intérêt en matière de négociation, que ce soit Doha, que ce soit Washington, que ce soit l'Union africaine à travers Lomé? Est-ce que ça ne met pas beaucoup plus de pression sur le Togo pour résoudre cette crise? Parce que la crise date de plusieurs décennies, je peux même me le permettre. Est-ce que ça ne doit pas mettre assez de pression qu'on voit tout ce balai diplomatique et toutes ces interventions pour que le Togo puisse apporter sa solution à la RDC? Oui, et lorsque vous décidez d'être médiateur, donc grosso modo, vous avez une obligation de résultat.
vous partez sur cet espoir d'avoir cette conviction d'engranger des résultats, de réussir la mission. Et pour réussir la mission, donc, on ne peut pas, en sa qualité de médiateur, se lever, aller uniquement rencontrer les parties protagonistes et essayer de les faire asseoir. Donc, il va falloir surfer tout autour de ces protagonistes pour essayer de comprendre dans un premier temps la situation est exacte et voir si il y a d'autres amis à ces protagonistes qui pourront intervenir pour rapprocher ou bien ramollir les positions. Et je crois que c'est cette mission qui incombe aujourd'hui au président du Conseil, Faure Gnassingbé, parce que, comme l'a dit Robert, il a déjà eu à faire ses preuves sur le continent et on sait qu'il dispose des outils nécessaires pour réussir cette mission. Et les premiers pas, même au lendemain de sa désignation par l'Union africaine, ce sont des pas qui ont convaincu, qui ont rassuré les deux parties. Vous aurez remarqué que depuis que le président du Conseil, Faure Gnassingbé, est entré dans la danse, il n'y a plus tellement d'animosité entre les protagonistes de cette crise à l'est de la RD Congo. Maintenant, la boucle, c'est cette visite qu'a payé le chef ou bien la chef de la MONUSCO au médiateur, président du Conseil togolais. Donc, je crois que c'est une façon, c'est une occasion pour que la MONUSCO également apporte les éléments d'information à son niveau et puisse également éclairer le chef, le président du Conseil togolais dans l'optique de disposer des bonnes informations et de la situation sécuritaire, de la situation même à l'origine de la crise entre les forces en présence. Donc tout est à l'actif du Togo, mais surtout à l'actif de Faure Gnassingbé qui a aujourd'hui la confiance de ses pairs de l'Union africaine. Merci beaucoup à vous. Credo Tété, alors Robert Kosigan Pété, beaucoup plus de pression. Monsieur Faure Gnassingbé a perçu cette crise maintenant retient beaucoup l'attention, que ce soit à Lomé, que ce soit à Doha, que ce soit à Washington. Chacun veut y mettre du sien pour trouver une solution. Et quand on voit la MONUSCO venir rencontrer Faure Gnassingbé, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus de pression qu'il ne devrait y avoir? Je ne pense pas que ce sont des pressions, mais c'est parce qu'il y a urgence. Il y a urgence parce que vous voyez un peu les déplacés. Les personnes qui sont déplacées, les déplacés de cette guerre sont très importantes. Les déplacés sont importants et leurs conditions de vie où ils sont actuellement posent problème. Vous voyez, l'histoire de guerre entre le Rwanda et la RDC à l'est du Congo, je dis, c'est comme un séisme humanitaire. Même il y a un rapport d'une ONG qui en a parlé, que voilà, la presse internationale n'en parle pas suffisamment et que les pays... Ça fait partie des conflits, les 10 conflits les moins médiatisés oui, et les moins financés. Alors, quand il y a perte de vie humaine, quand il y a des déplacés qui ne sont pas pris en charge, ni par le pays dans lequel la crise se passe, ni par... les puissances, les pays voisins où ils sont réfugiés, je pense quand même qu'il y a urgence que la crise soit vite réglée et que ces populations puissent retourner chez eux, vaquer librement à leurs occupations. Parce que vous savez, être réfugié n'est pas du tout facile. Être réfugié n'est pas facile. Je pense aux réfugiés ivoiriens qui, entre-temps, ont passé leur temps ici à Lomé. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu de rapatriement, mais ce ne sont pas tous qui sont rentrés. Alors, qui les prend en charge? Dieu seul sait. Alors pour les Congolais, je pense quand même que la situation demande à ce que le président du Conseil, son Excellence Faure, puisse mettre les bouchées doubles pour que voilà, la paix puisse revenir et que cette population déplacée retourne chez eux. Oui, je pense que avant même d'accepter cette mission de l'Union africaine, le président du Conseil togolais savait bien évidemment la profondeur ou l'étendue de
de la question la question de cette crise-là. Voilà pourquoi depuis sa désignation, il multiplie donc des pourparlers, aussi bien avec des protagonistes de la RDC et aussi bien avec les protagonistes régionaux et internationaux. Ça veut dire quelque part que, oui, pour répondre directement donc à vos questions, il savait véritablement qu'il y a pression, justifiée par le fait que c'est un vieux conflit, comme vous l'avez dit, mais également c'est un conflit qui est tentaculaire, qui appelle à beaucoup d'acteurs. Au-delà des pays, des dirigeants, ça va quand même à l'étendue internationale. On parle des Chinois, on parle des Américains, on parle de tout le monde qui s'est agreffé donc sur la RDC, donc pour arriver à trouver donc des issues favorables aux populations affectées. Il y a lieu quand même que cette pression puisse être quand même la ligne conductrice de cette négociation-là. En témoigne le fait que tous ces acteurs-là, aussi bien nationaux parlant donc des acteurs, des protagonistes en RDC, régionaux parlant donc des pays qui entourent en tout cas la RDC, mais internationaux parlant quand même des pays, des puissances également qui tirent profit de cette crise-là. Alors, je voudrais comprendre une chose rapidement, on va faire un tour avec. Quelle est la position du Togo? On sait que avant que le Togo ne prenne le lead de la négociation au niveau de l'Union africaine, il y avait une initiative pilotée par les pays de l'Afrique de l'Est, il y avait une autre initiative pilotée par les pays de l'Afrique australe. Certains sont pour la négociation, ceux de l'Afrique de l'Est, ceux de l'Afrique australe sont beaucoup plus pour une intervention militaire. Quelle est la position du Togo? Intervention militaire, négociation, et comment est-ce que le Togo considère le M23, puisque le M23 est l'acteur principal de cette crise, mais pour le moment, on n'en parle pas assez, on parle plutôt du Rwanda, on parle de la République démocratique du Congo, la mission de l'ONU vient d'arriver, finalement, où est le M23, ou bien on va procéder par les armes aussi au Togo? Je pense que le Togo n'a jamais opté pour les armes. Le Togo n'a jamais opté pour les armes. Le Togo opte toujours pour le dialogue et la paix. Et donc pour le Togo, il ne faut pas faire crépiter les armes, mais il faut plutôt discuter. De façon M23. Ah oui, vous savez, les M23 aussi portent des revendications. Alors, une fois que ces revendications trouveront des réponses sûres, je pense quand même que les armes ne vont plus parler. Et donc, je pense quand même que le Togo, étant huilé dans cette démarche-là, trouvera les solutions idoines pour que voilà, les armes ne crépitent plus, mais qu'il y ait la paix. Merci beaucoup. Oui, Cri de Tété. Oui, je dirais que lorsque le Togo a accepté par le biais de son président du Conseil cette médiation, c'est de rechercher les voies et moyens. Donc, le Togo, bien le médiateur, n'a pas une idée arrêté sur le protagoniste qu'est également le M23, mais c'est d'arriver à rassembler ce qui est épars, et je crois que c'est la logique, la mission du président du Conseil togolais. Donc c'est là où nous devons converger les énergies, rester dans la chaîne pour qu'elles soient solidement soudées, pour que la paix revienne dans l'est de la RD Congo. En des termes plus clairs que le DD. En de termes plus clairs, donc, c'est que nous devons positiver et ne pas prêter le flanc à du négationnisme. Donc, nous devons être tous disposés, être en communion d'esprit pour que cette mission confiée, cette médiation confiée au président du Conseil togolais soit une réussite. Et ça ne sera pas uniquement à son mérite, mais c'est que ça va consacrer l'idée que des solutions africaines aux problèmes africains. Alors, quel sera le moyen d'action du Togo? Négociation purement ou négociation un peu et puis un peu de force? Non, mais est-ce que vous avez vu le médiateur de l'Union africaine togolais employer la force? Donc, lui, il est toujours dans les stratégies, il est dans la médiation, et je le disais dans l'entame de mon propos qu'il dispose de tous les outils nécessaires pour faire avancer les choses. Et il a déjà commencé par engranger des succès qui se sont matérialisés par la disponibilité des parties prenantes à cette crise, qui ont convergé les énergies pour lui faciliter cette mission. Donc, que la mission soit pleinement réussie, c'est tout le meilleur qu'on peut souhaiter, aussi bien aux parties en conflit qu'aux médiateurs de l'Union africaine. Alors, merci beaucoup, Cri de Tété. Adam Adjono, selon vous, quelle est la ligne de conduite du Togo? On rencontre les gens, on discute. Est-ce que ce sera uniquement des discussions où on va passer à une autre phase?
phase. Et cette phase, quelle est la place du M23 dans ce processus? Non, dire qu'on rencontre seulement les gens, on discute, je pense que c'est... En tout cas, c'est ce qui se fait jusqu'à présent. Non, c'est ce qui est visible, c'est la partie visible de l'iceberg. Voilà, donc en fait, c'est la solution finale que l'on mettra sur la table. Donc on ne sait pas, ce ne sont pas seulement les discussions. Mais ce qui est essentiel, le choix du Togo n'a pas été un choix fortuit, c'est justement parce que ce pays prône la paix. Et justement, si vous avez parlé des protagonistes, en tout cas des acteurs sous-régionaux, qui étaient divisés sur la position de force, mais également sur la position négociée. Ça voudrait dire quelque part qu'on choisit un pays loin du théâtre, justement, à cause de son identité, son identité de paix. Et c'est cette paix-là qui va prévaloir. Il n'y a pas question d'ordre de faire prévaloir donc la force. C'est la solution négociée que le Togo est en train de mettre sur la table. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Je ne sais pas si quelqu'un a encore quelque chose à ajouter sur ce sujet. Sinon, nous allons faire notre habituel dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Robert Kossigara-Pété. Voilà, je voudrais attirer l'attention du ministre du Tourisme. Il y a un problème qui se passe en Foin et cela risque de décourager les investisseurs locaux de contribuer au développement de la localité. Il y a qu'un investisseur local a construit un hôtel. Les grosses œuvres étaient finies. Il était dans l'aménagement, c'est-à-dire le dernier coup. Et quand subitement et précipitamment, il y a une autre investisseur qui est venu, c'est une dame, elle est venue construire une morgue à moins de 50 mètres de l'hôtel. Et les travaux de la morgue ont été tellement rapides. Et à peine 2 mois, quand celui-ci était encore en finition, la morgue est ouverte. Alors, ce qui vous a dit que l'investissement était un consortium des personnes, des acteurs locaux et de la diaspora. Voilà que ceux qui sont en Chine ont ramené alors le luxe, la technologie et le confort, les matériaux, pour alors faire de cette étoile au moins 4 étoiles, pour attirer les étrangers, les Béninois, les Nigérians et peut-être les touristes locaux. Ils sont venus trouver la morgue à côté, donc l'investissement pour eux est parti à l'eau. Mais moi j'ai dit, il va falloir que le ministre du Tourisme, pour encourager de telles initiatives dans nos villages et dans nos villes, à l'intérieur, puisse alors discuter avec la mairie pour qu'on trouve un terrain proche de l'hôpital d'Anfouin, pour que voilà, la morgue puisse être délocalisée et que pourquoi pas même demander peut-être une contribution au promoteur de l'hôtel pour que voilà, la dame puisse construire un nouveau local pour déplacer les caisses et les armoires de l'autre côté pour que l'hôtel aussi puisse vivre, puisque l'hôtel va créer de l'emploi. Il est prévu un supermarché dans l'hôtel pour vendre alors tout ce qui est de technologie pour la construction en Chine. Donc je pense quand même que... Je pense qu'on a mais il faut que le ministre intervienne pour qu'une solution puisse trouver à l'hôtel, pour que l'hôtel aussi puisse continuer par travail. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigara-Pété, vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse. Voilà, c'est pourquoi je défends aussi les emplois des jeunes dans cet hôtel-là, c'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Robert Kossigara-Pété, président de l'Alliance Jeunesse Développement. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à Niwa TV. Adam, entre nous vos mots de fin. Mon mot de fin, je les adresse à la population en détresse actuellement à Lomé, sinon au Togo, dû à ces dernières pluies qui ont créé des conditions d'inondation. Au-delà donc des invectives que l'on puisse donc constater au niveau des réseaux sociaux, je pense qu'il faudrait quand même avoir les vraies adresses pour appeler, parce que vous avez vu partout ailleurs où il y a inondation, il y a des gens qui sont contactés, qui viennent donc essayer donc d'aider à pomper l'eau pour permettre à ce que l'on puisse avoir une fluidité aussi bien au niveau de la circulation, mais également au niveau des ménages. Donc c'est très important qu'on évite véritablement d'aller
de part et d'autre en ce qui concerne ces inondations, parce que c'est toute la côte ouest africaine qui en souffre, ce n'est pas une question individuelle au Togo. Merci beaucoup. À vous, Adam Adrono, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Quels étaient vos mots de fin? Oui, moi je voudrais juste insister sur le sujet qu'a soulevé mon cher ami Robert pour dire qu'il faudrait que la mairie s'investisse et emploie toute sa responsabilité pour trouver une issue, du moment où l'hôtel était le premier bâtiment à avoir cette autorisation de la mairie à 50 mètres, autoriser une morgue. Donc c'est comme si on est en train de faire la coupole aux promoteurs de l'hôtel. Donc la responsabilité du maire serait dans ce cas engagée pour qu'on puisse trouver une solution assez durable. Et terminer tout en adressant mes salutations, mes remerciements à deux personnes, Monsieur Moïse de la clinique Hôtel Delhi et Monsieur Blaise de l'hôpital Sainte-Anne. Merci. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci et disons-nous rendez-vous le vendredi pour nos activités au programme. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maounion, à Joe à la réalisation, à Senyo Wampa à la diffusion, à Rebecca Bessou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.